tous, vous m'entendez? Bienvenue dans cet espace bruyant. Je m'appelle Marc Bevin, tout le monde m'entend, ça va? C'est OK pour tout le monde? OK. Donc nous allons être ensemble pendant 50 minutes avec des efforts d'attention particuliers en raison de tous les sons environnants. Vous m'entendez pas très bien? Et là vous m'entendez? OK, là c'est mieux? OK. Donc nous allons être ensemble pendant 50 minutes pour vous parler de la santé holistique avec un terme très racoleur, les secrets de la santé holistique selon le yoga. J'espère vous donner une vue d'ensemble de ce qu'est le yoga dans un contexte thérapeutique. Prêt? Alors à chaque fois je vais devoir me lever pour tourner cette page. Alors, avant de commencer, 30 secondes de narcissisme me concernant. Je m'appelle Marc Bevin, j'étudie, je pratique et j'enseigne le yoga depuis 1995. Et puis actuellement, je suis formateur d'enseignants et de thérapeutes dans des villes comme Londres, Bruxelles et en France. Et puis, depuis quelques semaines, j'ai ouvert un centre que j'appelle une clinique de yoga en Guadeloupe. Voilà. Ça, c'est me concernant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant la thérapie ou ce qu'est la santé selon le yoga, j'ai besoin de vous donner une vue d'ensemble de ce qu'on appelle les 5 catégories du yoga. Vous avez certainement tous entendu parler de ces dizaines et de ces centaines de styles de yoga, Bikram yoga, Iyengar yoga, Ashtanga yoga, Vini yoga, etc., etc. Et moi, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble, quelque chose d'un petit peu plus large. En fait, on voit que le yoga est composé de 5 catégories. Ce n'est absolument pas le sujet principal de cette conférence, mais je me dois de le présenter pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, peu importe les termes sanskrits qui sont là-dessus, le plus important à comprendre, c'est qu'il y a 5 catégories, on pourrait appeler ça 5 yogas. Le premier s'appelle Shrishti Krama, qui veut simplement dire grandir, une catégorie qui a été pensée, une façon d'enseigner, une façon de pratiquer, qui a été enseignée, pensée uniquement pour favoriser la croissance des enfants, en fait. C'est une façon de pratiquer composée de postures qui demandent beaucoup d'endurance, beaucoup de force. Ce sont des enchaînements assez longs, il y a des sauts. Le yoga le plus connu aujourd'hui, qui ressemble le plus à ça, c'est le fameux Ashtanga yoga, qui à l'origine était pensé essentiellement pour les tout-petits, pour favoriser mémoire, force, endurance, confiance en soi. Ça va? Je continue. La deuxième catégorie s'appelle Shikshana Krama, ce qu'on appelle aussi le yoga de la perfection. C'est un yoga dans lequel on retrouve tous les outils, essentiellement posturales, pour certaines personnes qui ont déjà une grande souplesse, une grande force et qui vont tenter d'atteindre la posture de référence, comme elle est dans les magazines de yoga, souvent pratiquée par des danseuses à la retraite, comme j'aime dire. Le yoga que vous retrouvez sur un magazine de yoga n'est pas forcément le yoga à atteindre. Et ce yoga-là, ce yoga de perfection, s'appelait Shikshana Krama. Le yoga actuel, moderne, le plus proche de ça aujourd'hui, je pense que c'est le yoga Iyengar, où on cherche santé. Le yoga le plus proche, selon moi, aujourd'hui, c'est le yoga que vous faites certainement en cours de groupe, 1 à 2 fois par semaine. Ce n'est pas la révolution, mais ça vous entretient, ça vous maintient dans un bon état de santé physique, mental et émotionnel. Et ensuite, vous aviez là-dessus quelque chose d'autre qui s'appelle le yoga Adhyatmika Krama, c'est-à-dire un yoga dit de spiritualité, c'est-à-dire un yoga pour retrouver un peu de relation à sa nature profonde. Et dans ce yoga-là, vous avez essentiellement la méditation, un retour à soi, beaucoup d'efforts respiratoires. Et puis ensuite, et c'est le sujet principal de cet atelier, vous avez une 5e forme de yoga qu'on appelle Chikitsa Krama, c'est-à-dire un yoga thérapeutique. Ce yoga-là, il était enseigné essentiellement en cours individuel. Sachez que les cours de groupe, il y a encore quelques décennies, n'existaient pas en Inde et il n'y avait que des cours individuels. Voilà, c'est celui-ci, le yoga Chikitsa Krama, c'est-à-dire un yoga thérapeutique. Et là, on vient faire un diagnostic. On regarde un peu le temps que la personne est prête à consacrer à sa séance.
sa motivation, son état de santé, on va vérifier ses articulations, son état émotionnel, et en fonction de tout ça et en fonction de ces objectifs, on essaie de l'accompagner vers un mieux-être. Ça va? Donc un prof de yoga ou une enseignante de yoga compétente, ça devrait être quelqu'un capable de maîtriser ces 5 catégories. Ça devrait être quelqu'un qui devrait être capable de transcender la tradition à partir de laquelle il a étudié ou enseigné. C'est quelqu'un qui devrait être capable de transcender les différents noms connus aujourd'hui et se rapprocher de ça. C'est-à-dire être capable d'enseigner à n'importe qui, à des enfants, à des gens qui veulent de l'entretien, à des gens qui veulent quelque chose de plus spirituel ou des gens qui veulent quelque chose de plus thérapeutique. Malheureusement aujourd'hui, dans le yoga actuel, c'est un constat et pas vraiment je ne suis pas vraiment pessimiste, c'est juste pour dire, dans le contexte actuel, nous avons disséqué, depuis un siècle en Europe, nous avons disséqué le yoga, on a pris des petits morceaux, on a mis un nom dessus, et on a même créé une fédération souvent autour de ce petit morceau de yoga de créer. L'idée, c'est que la bête, elle s'appelle yoga avec 5 catégories, et malheureusement, on l'a disséquée. Et vous savez ce qui se passe? À force de disséquer une bête, eh ben, elle meurt en fait. Vous voyez? Et donc, l'idée, c'est de revenir à un enseignement ou à des enseignants un peu plus compétents, un peu plus complets. Voilà. Je voulais juste vous dire ça, c'était juste pour vous donner une vue d'ensemble de ce que j'appellerais le yoga. Alors, l'objectif du yoga, c'est la santé holistique. Donc, santé holistique, ça veut dire santé globale, santé physique, santé mentale, santé émotionnelle. Et ça veut aussi dire libérer votre vraie nature. En fait, le yoga a 2 raisons d'être. Une qui est santé physique et santé émotionnelle. Et la deuxième raison d'être, et la plus importante et la plus présente dans tous les textes de yoga, c'est libérer votre vraie nature. Si vous aviez la capacité, écoutez bien ça, si vous aviez la capacité un instant à ne plus être sous l'influence de votre futur, à ne plus être obnubilé par votre passé, si vous aviez suffisamment de force mentale pour ne plus être sous l'influence des autres, ni sous l'influence du regard que vous avez sur vous-même, il resterait quelque chose, ce ne serait pas la mort, il resterait votre vraie nature. Et c'est un peu ça la raison du yoga, c'est mourir au futur, mourir au passé, mourir aux autres, mourir à soi pour que quelque chose se révèle, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment. Voilà, donc 2 raisons d'être, 2 objectifs que je voulais vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça va, vous dormez pas? C'est bon? Ok. Bienvenue à la foire du yoga, hein. Ça fait un peu on est un peu à la foire du yoga, j'ai l'impression d'être le commercial avec ma belle chemise bleue, je suis un peu le commercial de la journée. Vous avez quelque chose d'autre ici que je voulais vous présenter qu'on appelle l'être humain selon le yoga. Ça c'est un point très important, surtout si vous pratiquez uniquement les cours de groupe jusqu'à maintenant et que vous n'avez pas vraiment été ouvert à ce que c'est que le yoga et surtout à ce que c'est que le yoga, la compréhension du yoga, la compréhension de l'être humain selon le yoga. Alors c'est tout simple. Selon le yoga, l'humain, il y a l'humain. L'humain, ça vient du mot humus, ça veut dire la matière. Et selon le yoga, notre matière, elle est composée de 5 corps. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais un peu vite, comme vous remarquez, mais ça ne m'empêchera pas d'être complet et j'espère efficace. C'est juste pour vous dire qu'il y a l'humain, ça vient du mot humus, la matière. Et cette matière, eh bien, on dit qu'il y en a 5, il y a 5 corps. Et ces 5 corps, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai présenté ça dans un triangle pour vous montrer qu'il y a une certaine forme de hiérarchie. Et nous ne sommes pas des humains, nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire il y a la voiture, il y a la matière, et puis en haut de la hiérarchie, il y a l'autorité. Et l'autorité, c'est l'être. L'être qui est dans l'humain. Le chauffeur dans sa voiture. L'autorité, ce n'est pas la voiture, l'autorité, c'est le chauffeur. Donc selon le yoga, il y a un corps physique. Il y a un corps physique palpable que vous voyez là, j'espère, malgré ma minceur, j'espère que vous me voyez quand même. Vous avez le corps énergétique ou le corps respiratoire, le corps mental, le corps de la personnalité, et puis le corps émotionnel. Ça, c'est ce dont nous sommes faits. Nous avons 5 corps. J'ai un corps, mais je ne suis pas ce corps. J'ai une énergie, mais je ne suis pas cette énergie. J'ai un mental, mais je ne suis pas ce mental. J'ai une personnalité, mais je ne suis toujours pas cette personnalité. J'ai une émotion ou des émotions, positives ou négatives, mais je ne suis toujours pas ça, je suis autre chose. Je suis la partie qui est témoin de tout ça. Je suis cette partie qui arrive à être témoin de mon état émotionnel, témoin de mon corps physique, témoin de mon corps énergétique, etc. etc. Okay ? Donc quand on parle de santé holistique, on parle de la santé des 5 corps.
En yoga, la santé ne se limite pas à la santé physique. On essaye de voir si les 5 corps sont en bonne santé. Je vous donne une autre image qui est souvent présente en yoga pour présenter ces 5 corps. Ces 5 corps sont souvent représentés comme des oiseaux, imbriqués les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes. Vous avez l'image en tête, là? Les poupées russes imbriquées les unes dans les autres. Et on dit qu'il y a 5 volatiles, des oiseaux, il y en a 5, et ils sont supposés voler en même temps. On a l'oiseau qui représente le corps physique, le corps mental, le corps énergétique. Et s'il y en a un d'entre eux sur les 5 qui est affecté, imaginons le corps émotionnel qui est affecté, ça va forcément affecter le vol des 4 autres oiseaux. On se comprend? Donc la santé holistique, c'est tout ça. C'est prendre soin des 5 corps. Et en yoga, il y a tous les outils pour ça. Il y a tous les outils pour nourrir chacun d'entre eux. Ça va? Je continue? C'est un peu le b.a.-ba tout ça, mais je voulais vous présenter la base avant de passer à la suite. Ensuite, le yoga, système de nettoyage global pour l'être humain. Moi, lorsque j'étudie les anciens textes de yoga, je remarque qu'on parle toujours de nettoyage. Il est toujours question de nettoyage. Et pour tendre vers ce nettoyage, qu'il soit physique, qu'il soit mental, qu'il soit émotionnel, on dit qu'il y a 3 chemins. En tout cas, c'est ce que je comprends lorsque je vais étudier les anciens textes. Quand je parle d'anciens textes, je ne parle pas des anciens textes vendus il y a 30 ans à la FNAC du coin. Hein. Je parle des textes présents d'il y a plusieurs siècles ou un texte particulier qui a à peu près 2000 ans. Alors, 3 chemins, je vous présente le premier. Dans un texte très connu qu'on appelle le Hatha Yoga Pradipika, on nous parle clairement d'irrigation du côlon. On nous parle clairement de lavement. Dans ce texte, Hatha Yoga Pradipika, on nous présente même comment faire. On nous parle d'un petit bout de bambou qu'on va couper, qu'on va insérer dans l'anus. On nous invite à aller dans une rivière avec l'eau jusqu'au nombril. On nous invite à faire des efforts particuliers du ventre pour faire rentrer le ventre, pour bouger le ventre, pour faire rentrer l'eau, pardon, et pour faire ressortir tous ces excréments. Donc on nous parle d'irrigation du côlon, alors que le yoga a été pensé uniquement pour le mental. Donc je vous invite à réfléchir un peu, je vous invite à faire le lien. Pourquoi, dans cette discipline qui a été pensée uniquement pour la santé mentale, pour libérer la conscience, pourquoi on vient nous parler avant toute chose, en tout premier lieu, pourquoi est-ce qu'on vient nous parler de l'irrigation du côlon? Et je suis très content que vous soyez nombreux là ce matin pour pouvoir vous parler de ça, en fait. Parce que quand on pense yoga, on pense posture, mais on est loin de penser à l'irrigation du côlon. Et pourtant, c'est présent dans ce texte que je viens de vous citer, le fameux Hatha Yoga Pradipika. Alors, on nous parle aussi dans ce texte de faire attention à notre alimentation, à la réduire ou à s'abstenir, c'est-à-dire à tendre vers le jeûne ou à tendre vers une alimentation réduite que moi j'appellerais pour ce matin, pour aujourd'hui, j'appellerais ça une alimentation alcaline. Voilà. Donc il semblerait y avoir un lien étroit entre notre santé mentale et la santé de nos intestins. Il semblerait y avoir un lien étroit entre notre santé mentale et notre toxémie. Toxémie, c'est-à-dire le taux de toxines que vous avez dans le corps. Avant même de penser à la posture, avant même de penser aux efforts respiratoires, on nous invite à la détoxination, on nous invite au nettoyage. Et les conséquences d'efforts que je viens de vous présenter ici, c'est le blanc de l'œil plus blanc et la langue plus rose, c'est-à-dire des intestins très propres. Et vous savez quoi? Ça a été pensé parce qu'on disait à l'époque qu'on est nombreux à ne plus avoir la capacité mentale à pouvoir nous concentrer sur notre propre corps. C'est-à-dire, le yoga a été pensé pour la santé mentale, je l'ai déjà dit il y a au moins 5 fois, je me rappelle là, depuis quelques instants. Le yoga a pensé pour la santé mentale, et moi j'observe dans mes cours de groupe que vous êtes nombreux, dont moi, à avoir des difficultés à pouvoir nous concentrer lors de la posture sur notre propre corps. Vous avez un enseignant qui vous invite à vous pencher vers l'avant, à faire des torsions, à faire des étirements latéraux, etc., etc. Et pourtant, le mental domine. Le mental nous emmène malgré tout à être pris, absorbé par le futur, par le passé, par l'autre. Bref, nous sommes un peu comme soumis au mental. Nous sommes un peu comme soumis aux vagues émotionnelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la santé mentale de la société actuelle, en tout cas des gens que je côtoie, moi, dans mes cours de groupe en France ou en Guadeloupe. 7 fois sur 10, les gens
sont comme soumis au mental. Ils n'arrivent pas du tout à se relier à leur corps. Et je leur dis, moi, pour rire, je leur dis, ne votez pas en 2017 si vous êtes dans cet état-là, parce que si vous n'arrivez déjà pas à vous concentrer sur votre propre corps, ça veut dire que vous n'avez pas accès à ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire que votre choix ne sera pas un choix de conscience, mais un choix complètement sous l'influence des émotions et éventuellement des médias qui créent une émotion. Okay. Donc, santé mentale, pour pouvoir y avoir accès, lorsque je n'arrive déjà plus à me concentrer sur mon propre corps, il faut aller faire un tour vers ce qu'on appelle la détoxination. Ça marche ? Si vous n'êtes pas capable de finir un repas sans un café, il faut tendre vers la détoxination. Par exemple, finir un repas et être à moitié endormi, il y a un problème. Pensez pas ? Un repas, ça recharge, un repas, ça énergise, ça ne fatigue pas. Si je vais aux toilettes qu'une fois par jour, il y a un problème. En principe, on va aux toilettes 3 fois par jour. Quand je parle d'aller aux toilettes, je ne parle pas d'uriner, je parle de la grosse commission. Et je sais que vous êtes nombreux à ne pas forcément y aller 3 fois par jour. Bon, j'arrête, ça commence à devenir un peu glauque. On passe à autre chose. Donc ça, c'est le chemin numéro 1. Le chemin numéro 2, c'est nettoyer les corps. C'est-à-dire, c'est le fameux Ashtanga Yoga que l'on retrouve dans le 2e chapitre d'un texte connu qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali, où on nous parle de 5 types d'outils, 5 types de disciplines pour tendre vers la santé holistique. Alors regardez bien, que ce soit la Bible, le Coran ou les Yoga Sutras de Patanjali, on retrouve toujours comme outil numéro 1 pour tendre vers la santé, on nous invite toujours à tendre vers de meilleures relations. C'est-à-dire tendre vers des relations professionnelles, amicales, intimes, moins toxiques. Il semblerait que ma relation aux autres, la façon dont je me relie aux autres, il semblerait que ça a une influence directe sur mon état de santé. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu en yoga. C'est intéressant, non ? On ne nous parle pas de posture en numéro 1, on ne nous parle pas d'efforts respiratoires, on nous parle de prendre soin de nos relations. Et le tout premier outil présenté dans la relation aux autres, c'est de tenter de dominer notre colère, notre haine, notre violence physique, verbale et mentale. Voilà, ce sont juste des pistes de réflexion. Vous savez, on ne va pas faire grand-chose en 50 minutes ce matin, mais je voulais surtout vous donner une vue d'ensemble. Vue d'ensemble, 3 chemins. Le premier, c'est tendre vers la détoxination par l'alimentation, par le jeûne, par l'irrigation colonique, l'irrigation du côlon. Et puis chemin numéro 2, des choses, on va dire un peu plus courantes, un petit peu plus accessibles, c'est-à-dire 5 outils. Et le premier que je viens de vous présenter, c'est prendre soin de la relation que nous avons avec les autres. Ça ne veut pas dire forcément être aimé de tous, mais ça veut dire avoir des relations qui vont transcender un petit peu la violence habituelle, le jugement habituel. On parle beaucoup dans la relation aux autres, on parle beaucoup de la non-violence et on parle aussi de la vérité non-violente. Je sais que vous avez souvent entendu parler de la communication non-violente. En yoga, on ne parle pas que de communication non-violente, on parle de la vérité non-violente. Apprendre à faire son coming out, apprendre à être en vérité avec les autres. Et je vais avancer parce que j'ai pas envie de vous endormir, je continue. Ensuite, l'outil numéro 2, c'est le style de vie. En yoga, on parle là encore de quelque chose qui s'appelle Shao Cham, c'est-à-dire le nettoyage, continuer à nettoyer son corps et son mental. On parle de temps de sommeil, on parle de style de vie simplement, et dans le style de vie, l'outil numéro 1, je répète, c'est Shao Cham, c'est-à-dire le nettoyage. Alors vous voyez, dans le chemin numéro 1, on parle de détoxination, et dans le chemin numéro 2, on nous parle encore de ce terme à la mode depuis quelques années qui s'appelle la détoxination, okay, par l'alimentation. On continue ? Je continue. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai appelé bouger la lymphe, mais très connu sous le nom de asana, très connu sous le nom de la posture. En yoga, on nous invite toujours pour tendre vers une meilleure santé holistique et une meilleure santé mentale à prendre en main le corps. Alors, en yoga, on nous parle des 4 fonctions. Les postures sont divisées en 4 catégories. Il y en a un peu plus, mais pour faire simple ce matin, je vais vous dire simplement 4 catégories. En yoga, on parle de la posture pour nourrir les flexions avant, c'est-à-dire nourrir la colonne vertébrale dans la flexion avant. On nous invite à nourrir la colonne vertébrale dans les cambrures, donc flexion avant, cambrure. On nous invite à nourrir la colonne vertébrale dans les torsions.
et dans les étirements latéraux. Voilà, il y en a d'autres, des fonctions, mais pour faire simple, là, aujourd'hui, on va se limiter à ça. Nourrir les 4 fonctions de la colonne vertébrale par la flexion avant, la cambrure, la torsion et les étirements latéraux. Et en ce faisant, on maintient, on entretient, on améliore la liberté de mouvement, on muscle, on assouplit, et on invite constamment le mental à être présent sur le corps. C'est-à-dire pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie de séance de yoga, vous obligez, au-delà des avantages physiques et physiologiques de la pratique de yoga, vous allez obliger votre mental à être concentré sur votre propre corps. Et je vous mets au défi là tout de suite de faire le point sur votre capacité à vous concentrer sur votre propre corps pendant la posture ou en général. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et ça veut dire où est votre liberté, quoi. Où est votre liberté de conscience lorsque vous n'arrivez déjà pas à vous concentrer sur votre propre corps. Et donc la séance de yoga, pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie, vous faites que d'inviter le mental à revenir constamment, se concentrer sur le corps. Et c'est-à-dire à sortir de la névrose, à sortir de l'influence du futur, du passé, etc. Et j'ai appelé ça « bouger la lymphe » parce que la lymphe, c'est ce qui transporte, c'est un liquide qui est en vous, qui transporte toutes vos toxines. Et cette lymphe, elle bouge par le mouvement. Sachez qu'un bon moyen de faire bouger la lymphe, c'est le jogging, c'est le trampoline, mais c'est aussi bouger par la posture. OK ? Et j'ai fait exprès d'appeler ça « bouger la lymphe » parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est la santé par le yoga. Et sachez que la santé par le yoga, c'est favoriser le nettoyage. Vos cellules, vous en avez des millions en vous, elles mangent comme vous et elles rejettent des choses comme vous. Et ces toxines, ce rejet, ces toxines, il va falloir les évacuer. Vous les évacuez du matin au soir. Vous êtes un petit peu comme moi, des machines à évacuer des toxines par l'urine, par les reins, par le foie, par les émonctoires, par la respiration, et on va accompagner l'évacuation de ces toxines par le mouvement, en accompagnant le mouvement de la lymphe. Ça va? C'est clair ça? Ensuite, vous avez un 4e outil qu'on appelle soutenir les émonctoires. Les émonctoires, ce sont vos organes en fait, qui sont là par nature, présents en vous, pour favoriser l'évacuation des toxines. Les émonctoires, ce sont des organes dans lesquels nous retrouvons le foie, l'estomac, la rate, les poumons, la peau, enfin, tout ce qui vous aide, les intestins évidemment, tout ce qui vous aide à évacuer vos toxines. Et soutenir les émonctoires, ça se fait par un effort qu'on appelle le pranayama. Le pranayama, c'est l'allongement de la respiration en conscience. Donc bien entendu, allonger la respiration en conscience, ça va forcément apaiser le mental, évidemment. Mais là, je vous parle d'autre chose. Je vous parle d'un diaphragme respiratoire que vous utilisez par la respiration consciente. Et ce diaphragme respiratoire se trouve juste au-dessus de vos émonctoires, c'est-à-dire de votre système digestif. Et la respiration profonde et consciente vient stimuler, vient favoriser le fonctionnement de votre système digestif, c'est-à-dire de vos émonctoires. Dans beaucoup de textes de yoga, le résultat du pranayama, le résultat de la respiration consciente, c'est encore une fois la langue plus rose, le blanc de l'œil plus blanc, bref, tous les signes qui montrent que le système digestif est en bonne santé. Ça va ? Je continue. Contrôle sensoriel qu'on appelle encore le pratyahara. Pratyahara, ce sont des efforts très à la mode en ce moment, connus sous le nom de mindfulness ou encore la pleine conscience, où on vous invite à éveiller vos sens en conscience. Eh bien, on retrouve ça en yoga pour tendre vers la santé des corps. Vous avez le contrôle sensoriel. Alors ça veut dire quoi, contrôle sensoriel? Ça veut dire l'éveil sensoriel. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire apprendre à écouter en conscience, à sentir, à humer la pièce, à sentir les odeurs en conscience, à écouter, à voir, etc., à goûter, etc., en conscience. Alors à quoi ça sert? Puisque le yoga a été pensé pour le mental, pour la santé mentale. Il faut comprendre que le mental est souvent pollué par des conflits émotionnels. On est souvent, comme j'ai dit il y a quelques minutes, on est souvent collé, obnubilé
à ce que provoque en nous notre futur. Vous êtes d'accord que le futur peut vraiment nous projeter hors du présent et nous amener dans un monde virtuel qu'on appelle le futur. Un truc qu'on n'a pas bien apprécié dans le passé, ou un conflit, ou un drame que nous avons vécu dans le passé, peut nous maintenir collés au passé. Vous êtes d'accord avec moi, ça aussi? Bref, il y a comme des pollutions, des carcans, la relation au futur dans lequel je reste bloqué, la relation au passé dans lequel je reste bloqué, la relation à quelqu'un aussi. J'ai une prise de bec avec quelqu'un ou une relation passionnelle avec quelqu'un qui fait que je suis partout sauf là. Je suis partout sauf dans le moment présent. Alors c'est pas grave de s'échapper un peu dans le futur, dans le passé, dans une relation avec quelqu'un, c'est pas grave. Mais quand je suis constamment pris dans ce carcan, constamment bloqué dans ce monde virtuel qu'on appelle futur, passé, etc., je ne vois plus la réalité avec le cœur. Je vois la réalité uniquement sous l'emprise de mes émotions. Alors, le contrôle sensoriel, ça veut dire éveiller vos sens pour éclater ces bulles virtuelles et rentrer dans le moment présent. Est-ce que vous êtes OK avec ce que je raconte là? C'est important de comprendre ça. Il est important en yoga de retrouver de la force mentale et de la force sensorielle, avoir la capacité à écouter en conscience. Lorsque je suis pris par un drame, un conflit émotionnel, je suis partout sauf dans le moment présent. Et du coup, le problème prend toute la place en moi. Lorsque j'arrive à développer un peu de force sensorielle par le biais d'exercices, je vais appeler ça une gymnastique sensorielle, quand j'arrive à faire ça, j'arrive à rentrer dans le moment présent. Et c'est pour ça que je vous invite, franchement, je vous invite à pratiquer, je vais faire quelque chose là parce que je suis un peu taquin, juste pour vous provoquer, je vous invite franchement à pratiquer la chasse et la pêche. Je le fais exprès, c'est un petit plaisir personnel. Je sais que vous êtes tous végétariens, on est dans un festival de yoga, je suis sûr que vous êtes tous contre l'abattage de tel et tel animal, mais je fais exprès de vous dire, regardez bien ce qui se passe lorsqu'un chasseur va à la chasse et lorsque le pêcheur va à la pêche. Pendant une heure ou une matinée, il s'oblige à éveiller ses sens pour traquer la bête ou pour pêcher. Et bien pendant tout ce temps-là, il se nettoie en fait. Il se nettoie de ses conflits émotionnels. Il rentre dans le moment présent et la relation à la vie est assez simple, c'est assez binaire. Soit je laisse toute la place au moment présent ou soit je laisse toute la place à mes névroses et à mes conflits émotionnels. Et le fait de rentrer dans le moment présent, je me nettoie de mes conflits. Et c'est exactement ce que fait le chasseur et le pêcheur. Pour moi, c'est une évidence. Sauf qu'on n'est pas obligé de tuer le poisson ou l'animal. On peut simplement, en yoga, faire l'effort régulièrement d'éveiller les sens pour se défaire de l'emprise de nos névroses. Voilà. Donc voilà 5 conditions pour tendre vers la santé. Et je vous invite là maintenant à vous donner une note pour l'année 2015, pour cette année jusqu'à maintenant, à vous donner une note sur votre relation aux autres. Mettez-vous une note entre 0 et 10. Là maintenant, mettez-vous une note entre 0 et 10 concernant la relation que vous avez aux autres. Est-ce qu'elle est plutôt toxique, acide ou plutôt tranquille et neutre? Maintenant, entre 0 et 10. Concernant votre style de vie, quel est votre temps de sommeil? Quelle est votre alimentation? Est-ce que votre alimentation vous fatigue ou est-ce que votre alimentation vous énergise? Allez-vous régulièrement aux toilettes ou pas? Donnez-vous une note sur votre style de vie. Maintenant, entre 0 et 10. C'est bon? Bougez la lymphe. Au-delà de la posture de yoga, au-delà du yoga, bougez-vous votre lymphe, c'est-à-dire bougez-vous votre corps. Avez-vous une pratique régulière? Quelle que soit votre pratique, avez-vous une pratique régulière pour favoriser la santé physique, mais surtout pour accompagner le mouvement de la lymphe? Mettez-vous une note, s'il vous plaît, entre 0 et 10. Soutenir les émonctoires, la respiration profonde et consciente, la respiration totale. Faites-vous des efforts régulièrement pour stimuler vos émonctoires, pour stimuler votre système digestif. Là encore, mettez-vous une note entre 0 et 10. Ceci étant dit, lorsque vous faites vos respirations profondes, réussissez-vous à rester concentré sur votre respiration profonde? Qui gagne? Est-ce que c'est votre mental ou est-ce que c'est vous? Parce que si c'est votre mental qui gagne, il faut sonner la sonnette d'alarme. Il y a un problème.
Ne pensez pas que vous êtes libre lorsque vous êtes assis en cours de yoga, par terre, sur un coussin ou sur une chaise, durant un moment où le prof vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Où est-ce que va votre mental? Est-ce qu'au bout de 5 minutes, vous faites ça? Est-ce que vous vous endormez? Est-ce que vous vous grattez le ventre, le visage, parce que le mental n'en peut plus d'essayer de se concentrer sur la respiration? Ou est-ce qu'au contraire, votre respiration, ou est-ce qu'au contraire, votre mental s'abandonne à vous, à ce que vous voulez? Bref, donnez-vous une note sur votre capacité à respirer profondément et surtout à rester concentré sur votre respiration. Là encore, une note entre 0 et 10. Ensuite, contrôle sensoriel. Depuis que je vous parle, là, ça fait maintenant 35 minutes que je vous parle, réussissez-vous à rester concentré sur ce que je dis, ou êtes-vous pris par des sons extérieurs ou par des odeurs ou je ne sais quoi? Quelle est votre capacité à orienter vos sens? Est-ce que vous êtes plutôt sous l'emprise de la séduction sensorielle ou réussissez-vous à maintenir, à orienter vos sens là où vous le voulez, un peu comme quelqu'un qui soit capable de dompter l'animal sauvage, dompter le cheval, capacité à bien tenir les rênes de vos sens? Voilà, mettez-vous une note entre 0 et 10. Si vous avez la moyenne, félicitations. Si vous n'avez pas la moyenne, n'attendez pas la santé. Selon le yoga, il va falloir tendre vers la moyenne pour permettre au corps de retrouver un bon terrain qui va l'aider à se régénérer. Voilà. Donc avant d'aller frapper à la porte d'un quelconque thérapeute, faites le point sur ces 5 conditions présentes en yoga depuis au moins 2000 ans. Nourrissez, travaillez vos relations, travaillez votre style de vie. Si vous continuez à vous coucher tous les jours à minuit, 1h du matin, n'aspirez pas à la santé. Bougez, le mouvement, respiration profonde, oxygénez le sang et l'éveil sensoriel. Voilà, ça c'était le 2e chemin pour tendre vers la santé holistique. Santé relationnelle, santé physique, santé énergétique et santé émotionnelle. Je continue. Le 3e chemin, je vous ai dit qu'il y avait 3 chemins. Le premier chemin, c'était la détoxination, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le jeûne, par l'alimentation vivante, mais encore par les lavements. Et le 3e, ceci étant dit, encore 10 minutes d'attention. Hein. Je suis conscient que ce n'est pas évident de rester concentré. Encore 10 minutes d'attention, après vous pourrez le danser ailleurs si vous voulez, mais juste 10 minutes d'attention. Le 3e chemin, c'est la santé ultime selon le yoga. Selon le yoga, et dans tous les textes, il y a quelque chose qu'on appelle libérer votre vraie nature. Il y a comme 3 chemins pour tendre la santé, et il y en a un qui est toujours présent, c'est celui-ci. C'est ce que j'appelle agir et parler, se mettre au service de votre autorité intérieure. Ce 3e chemin, je l'ai mis en numéro 3, c'est une invitation à faire ce que j'appelle un coming out spirituel. C'est-à-dire, une fois que j'ai réussi à atteindre un minimum de santé, comme par les moyens présentés précédemment, une fois que j'ai retrouvé un peu de présence mentale, une fois que je ne suis plus trop esclave, ni sous l'influence de tous les conflits que provoque ma relation au futur, ma relation au passé, ma relation aux autres, ma relation à moi, une fois que j'ai un peu atténué le bruit intérieur, il y a une relation possible avec ce que j'appelle l'intuition, avec ce que j'appelle votre GPS intérieur. Lorsque j'arrête d'être sous l'influence du futur, du passé, des autres et de moi-même, qu'est-ce qui reste? Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qui reste lorsque je ne porte plus le poids du futur, lorsque je ne porte plus le poids du passé? Imaginez 30 secondes, je ne sais pas si vous pouvez concevoir ça. Imaginez un instant, ne plus du tout porter le poids du regard des autres sur moi. Imaginez, ne plus porter le poids de ma relation au futur. M'inquiéter de ma retraite, m'inquiéter de mon avenir, de mon orientation, etc. Imaginez un instant de ne plus du tout porter le poids du passé, avoir suffisamment de force mentale pour rentrer dans le moment présent, ce que va permettre la posture. La posture, c'est une invitation à rentrer dans le moment présent par le biais du corps. Le corps est dans le moment présent. Ce que va permettre la respiration profonde. La respiration est toujours dans le moment présent. Donc vous concentrez dessus, c'est vous nettoyer de tout ce bazar, futur, passé, etc. Imaginez vous être yogi, c'est-à-dire avoir la capacité de mourir à ces 4 carcans
qu'est-ce qui reste? Il reste ce que j'aime appeler le GPS intérieur. Il reste quoi? Et il restera quoi? Il restera vous, votre vraie nature. Et cette vraie nature, pour tendre vers la santé holistique, selon le yoga, il va falloir se mettre à son service. Il va falloir faire l'effort de parler et d'agir au nom de ce ressenti profond. Je ne parle pas au nom de l'émotion que provoque le futur et le passé. Je ne parle pas de ressenti narcissique. Je parle de ressenti qui est la vie qui vous traverse. Et ça, quand j'ai le courage, parce que ça demande du courage, ça demande vraiment, vraiment du courage, de commencer à ne plus avoir peur des conséquences de qui je suis, ne plus avoir peur des conséquences à partir du moment où je me mets à parler et à agir au nom de mon ressenti profond. Et ça, c'est le troisième chemin, et ça, c'est le chemin ultime. Le yoga n'a pas été pensé pour faire de vous des esclaves heureux et apaisés. Vous comprenez? C'est pas parce que je fais un peu de posture, un peu de respiration que je vais vraiment transcender et transcender les problèmes et passer à autre chose. Si vous voulez, on est nombreux à pratiquer je vais être un petit peu trivial, je vais être un peu vulgaire, mais souvent, on reste dans son merdier, vous comprenez, et on travaille juste sur l'odeur avec l'aide du yoga. C'est-à-dire, on devient un peu des esclaves apaisés. Je reste dans mon merdier, mais je fais rien d'autre, en fait. Et donc, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'un apéro, j'ai besoin de yoga, j'ai besoin de détente, j'ai besoin de week-end, parce que je suis un esclave et j'ai besoin de repos. Vous comprenez? Donc ça, c'est pas péjoratif. Je pratique le spa yoga, vous pratiquez le spa yoga, j'enseigne le spa yoga, il n'y a pas de problème. Mais être apaisé, détendu, souple et avec du renforcement musculaire, ça ne changera pas forcément la vie. Il faudra passer à une troisième étape, la plus importante, pour vraiment atteindre la santé. Et ça, c'est pas avec le tapis, c'est pas avec le prof, c'est avec vous-même. C'est dans mes relations intimes, c'est dans mon boulot, c'est partout où je le peux. Partout où je le peux, je peux pas faire ça partout parce que j'ai pas forcément encore le courage et la force, mais partout où je peux, je vais tenter de parler et d'agir au nom de qui je suis. Faire son fameux coming out spirituel. Il y a bien la communauté des gays, moi je proposerais de faire la communauté spirituelle, c'est-à-dire faire son coming out spirituel. Voilà. Voilà, je vous invite à méditer là-dessus, c'est un concept très important. Je présentais ces trois conditions-là il y a 2-3 semaines en Guadeloupe devant une cinquantaine de chercheurs et de médecins venus un peu du monde entier. Ils m'avaient invité à parler du cancer, du yoga comme prévention au cancer. Et j'avais plus ou moins partagé ce genre de PowerPoint, d'exposé, un peu comme je fais devant vous. Et ça avait très bien fonctionné. Et je ne sais pas s'il y a des thérapeutes dans la salle, mais je vais répéter ce que j'avais dit devant ces thérapeutes. J'avais dit, thérapeutes, soyez prêts à perdre votre travail. C'est-à-dire, si vous comprenez ce que je viens de vous dire, tout est question de détoxination physique et, si je peux me permettre, de détoxination mentale par l'alimentation, par le jeûne, par la posture, par la relation aux autres. Il y a quelque chose de vraiment global à reprendre en main. Le yoga a été pensé pour ceux qui sont prêts à reprendre en main leur santé. Pas ceux qui sont passifs et qui ont besoin de la pilule pour que ça aille mieux. Pour tous ceux qui ont décidé de ne plus remettre les clés de leur santé dans les mains d'une autorité extérieure. Le yoga a été pensé pour tous ceux qui sont prêts à reprendre en main les clés de leur santé. Et quand je m'amuse à dire « thérapeute, soyez prêts à perdre votre travail », ça veut dire que tous ceux qui se sont intéressés dans le monde médical à ce que je vous présente depuis le début ont tous eu de gros problèmes. Je vais vous présenter 4 médecins qui parlent exactement de ce que je viens de vous présenter, exactement ce que l'on retrouve dans le monde du yoga. Vous avez ce que j'appelle les 4 yogis. Vous avez le docteur Gernez, un Français qui est décédé, je crois, il y a un an et demi, un spécialiste du cancer, et qui propose comme solution, comme prévention au cancer, la respiration profonde et la réduction de l'alimentation riche, tendre vers une alimentation de plus en plus alcaline. Voilà ce que c'est que le docteur Gernez. C'est pas ça le docteur Gernez, c'est beaucoup plus que ça le docteur Gernez. Mais je vous invite à vous renseigner sur ce monsieur. Il a écrit un petit protocole, un petit bouquin qui est gratuit en ligne, qui s'appelle, je crois, Protocole de prévention contre le cancer. Et lui, comme beaucoup d'autres qui s'intéressent à ce genre de sujet, ont eu de gros problèmes avec le monde médical. Ensuite, vous avez le docteur Morse, un monsieur de Miami, un monsieur très 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 généreux qui propose au moins 500 vidéos en ligne sur Internet. Ce docteur Morse
parle essentiellement de l'alimentation vivante, de l'alimentation alcaline pour favoriser la détoxination du corps. Voilà. Et lui aussi a des problèmes avec la justice, avec le monde médical, pour inviter simplement les gens à manger une nourriture vivante et à prendre un peu le soleil. Vous avez ensuite le docteur Hammer, très connu, qui lui démontre que la plupart de nos maladies sont largement influencées par nos conflits émotionnels. Voilà, donc renseignez-vous sur ce monsieur. Et puis une dernière, la plus brûlante, la plus inquiétante, je pense, qui s'appelle Dr Langto, Ghislaine Langto, du Canada, elle aussi qui était médecin avant qu'elle soit irradiée, qui nous parle clairement de ce fameux coming out spirituel, qui dit qu'il est temps, vraiment temps, de se rapprocher de soi, d'apprendre à s'aimer et de s'abandonner à la conscience. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis fier de moi parce que je viens de tenir mes 50 minutes exactement. J'espère que ça a du sens pour vous. Je voulais simplement vous donner une vue d'ensemble du yoga. Le yoga ne se limite pas à une tradition, ne se limite pas à une pratique de posture sur un tapis. C'est bien plus que ça. Sachez que si le yoga se limitait à des flexions avant et à des cambrures et des torsions, je ferai autre chose comme métier. Hein. Je ne peux pas croire que le yoga ait 4000 ans pour finir sur un tapis à faire des flexions avant et à des cambrures. Il y a forcément autre chose. Et c'est cette autre chose-là que je voulais vous présenter ce matin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.